Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue pour ce 6e numéro de Valeurs et Engagements, toujours au cœur du Bastion 23, en compagnie du professeur Issa Belmekki, professeur en anthropologie sociale et politique. Pour ce 6e numéro, nous allons parler des valeurs qui ont caractérisé la société pré-islamique. Et l'une des plus grandes absurdités que l'histoire peut nous raconter est de nous confesser toutes les erreurs et les oublis qui font que les nations négligent et abandonnent les valeurs ou les facteurs qui un jour ont fait leur gloire. Et lorsqu'on parle des premiers siècles de la civilisation musulmane, on ne peut dissocier cette grandeur de la révélation de l'islam en lui-même, mais aussi de la nature de ces populations du fin fond de l'Arabie et du Hijaz qui ont précédé l'arrivée de l'islam. Alors, quelles étaient les caractéristiques de ces populations et qu'est-ce qui a fait que l'islam est apparu dans cette région-là et quelles étaient justement les valeurs qui caractérisaient ces sociétés. Salam alaikum, professeur Issa Belmekki. Marhaba, marhaba. Pour quelles raisons discutons-nous aujourd'hui des valeurs des sociétés préexistantes à l'islam? Bon, c'est un peu normal parce que l'histoire, il faut l'appréhender dans sa continuité. Il n'y a rien de spontané en histoire. Il y a toujours des relations de cause à effet. Il y a un itinéraire. Mais quand on parle de période pré-islamique, il va de soi qu'on va devoir un jour parler de la période post-révélation. Ce sera le thème de notre prochain numéro. Inch'Allah. C'est ça la continuité. Mais il y a un détail à ne pas négliger, c'est la période charnière entre les deux. C'est une période très courte, mais très importante. Parce que rien n'arrive par hasard. Vous avez, dans votre introduction, soulevé un problème de taille, malheureusement. Malheureusement pour les systèmes éducatifs. C'est des lacunes épistémologiques. L'épistémologie, finalement, c'est quoi? C'est apprendre à apprendre. Pour apprendre comment apprendre, c'est ça le but de la science de l'épistémologie. Malheureusement pour nous, en tant qu'Algériens, l'épistémologie, bon, mon âge me permet de l'affirmer, parce qu'à un certain moment, elle était enseignée dans le système éducatif algérien. Et puis on l'a supprimée. Et c'est ça la cause de la compréhension déficiente ou superficielle des choses. On a supprimé du système éducatif l'épistémologie, c'est-à-dire la science qui nous apprend comment apprendre. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vais revenir à cette période charnière. Première erreur épistémologique, on n'a jamais essayé, les historiographes, qu'ils soient occidentaux ou locaux, n'ont jamais essayé de placer, de positionner l'avènement de l'islam dans le contexte mondial. Comme vous venez de le dire, on le place toujours dans la péninsule arabique. C'est comme si c'était un phénomène limité à la péninsule arabique. Mais ce n'est pas le cas. L'avènement de l'islam est apparu dans un contexte mondial. Parce que, par exemple, qui dit période pré-islamique dit jahiliya. Eh bien, il n'y avait pas que la jahiliya, il n'y avait pas qu'à la péninsule arabique qu'il y avait le jahiliya. Elle était partout dans le monde, au sens propre et au sens figuré. Par exemple, il m'a été donné de faire une petite découverte grâce à l'historien Michael McCormick, qui est l'historien, disons, titulaire de chaire à l'université de Harvard, et c'est un spécialiste du Moyen-Âge. Il a trouvé dans ses recherches, il l'a dit, dans ses écrits, que la pire année, qu'a connue l'humanité, c'est l'an 536. C'est-à-dire une trentaine d'années avant la naissance du prophète. Le prophète est né
en 570, il est mort en 632 à peu près, en solaire, un calendrier solaire. Le Hijra a eu lieu 622, mais entre 536 et 570, il y a une trentaine d'années. Une trentaine d'années, c'est une génération. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que cette année 536 était la pire année de l'humanité? Pas uniquement à la péninsule arabique, mais partout. Il y avait, en cette année de grâce, le monde entier, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient, ont été frappés par un brouillard, une nuit qui ressemblait à l'hiver nucléaire. C'est-à-dire que l'atmosphère était saturée de poussière fine qui provenait, on l'a découvert après, qui provenait d'éruptions de volcans en Islande. On a fait des carottages, on a trouvé cette poussière en Suisse, au Groenland, même en Antarctique. Donc c'était ça la cause de cette obscurité qui a duré 2 ans. Procope, l'historiographe de Justinien, l'empereur byzantin, disait que le soleil ressemblait à la lune pendant 2 ans. Il éclairait comme la lune éclaire la nuit, tout simplement. Alors, ça a fait tomber la température d'une moyenne de 1,5 à 2,5 degrés Celsius, ce qui est énorme. Il y avait une famine extraordinaire. Après, il y avait une épidémie de peste bubonique qui a tué 100 millions d'habitants et qui a tué la moitié de la population de l'Empire byzantin, qui va avoir, plus tard, on va voir, il va avoir affaire à l'islam, à l'avènement de l'islam. C'est-à-dire que ce contexte obscur d'obscuranturisme n'était pas uniquement dans la péninsule arabique, il était partout dans le monde. C'est pour ça que Rasul sallam, on dit souvent Nour, c'est une lumière qui est apparue dans cette obscurité totale, globale. ورحمة للعالمين, c'est-à-dire les deux mondes, علم الإيمان وعلم الكفر, علم الإنسان وعلم الجن. Donc cette période charnière, il ne faut pas la négliger. C'est une erreur épistémologique que de la négliger. Parce que les Occidentaux, les historiographes occidentaux, en particulier l'école française coloniale donc d'histoire et d'anthropologie, ils ont leur vision des choses. Ils font eux-mêmes cette erreur épistémologique et ils associent l'avènement de l'islam à ces catastrophes dont je viens de parler. Donc ils voient ça comme une catastrophe. Par exemple, vous trouvez des expressions comme les cavaliers de Mahomet ont déferlé sur l'Afrique du Nord, puis l'Espagne, et puis monté jusqu'à... C'est-à-dire qu'il y a une association biblique un petit peu des cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, biblique et, entre guillemets, islamophobe. Il voyait l'avènement de l'islam. Cavaliers de l'Apocalypse. Oui, voilà. Il voyait l'avènement de l'islam comme une catastrophe supplémentaire. Et quand je dis biblique, je parle de biblique qui est traficoté. Hein. Oui, oui. Donc, cette période charnière est très importante. Et pourquoi j'insiste là-dessus personnellement? Évidemment, ça n'engage que moi, parce qu'il va y avoir des conséquences dans la vision des choses. Alors, au lieu de voir l'avènement de l'islam comme un avènement de lumière, on le voit comme un avènement de catastrophe et d'obscurité. C'est ça le problème qui se pose. Parce que pour eux, cette série de problèmes qu'ils ont vécus, et puis il ne manquait plus, la goutte qui a fait déborder le verre, c'est les cavaliers de Mahomet. Donc les Occidentaux, les enfants occidentaux, qu'est-ce qu'ils vont déduire? Que les musulmans sont des envahisseurs. Alors que finalement, qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi les musulmans, le Futuhat, pourquoi elles ont eu lieu, le Futuhat? C'est pour débarrasser toute une zone géopolitique de la présence byzantine. Ce n'était pas pour envahir des peuples ou des territoires. Ça aussi, c'est important. C'est pour débarrasser toute cette zone qui allait du Golfe arabique à l'Atlantique de la présence byzantine. Parce que la période dont je vous ai parlé, c'était la période de la dislocation totale de l'Empire romain. Après que Justinien il a essayé de réunifier l'Empire romain d'Orient avec l'Empire romain d'Occident, il n'a pas pu. Donc il n'y avait plus que l'Empire byzantin qui était l'ennemi numéro 1 de l'islam. Alors, quand on ne voit pas les choses avec clarté, automatiquement on tombe dans des erreurs.
et dans des stéréotypes négatifs, etc., etc. Donc maintenant, ceci étant dit, on peut aborder le problème de la situation des sociétés pré-islamiques. Bon, en ce qui concerne la péninsule arabique, c'est clair, c'était un ensemble de tribus, il n'y avait pas d'État, il y avait de petites civilisations comme ça, sporadiques, comme par exemple les Nabatéens, l'Anbat. Le Yémen, évidemment, le Yémen, c'est l'Arabie heureuse, comme l'appelaient les Grecs. Les Nabatéens, l'Arabie pétrée. L'Arabie pétrée, c'est le territoire des Nabatéens. Pétrée, ça vient du grec pétra, la pierre, parce qu'ils creusaient leur logement dans la pierre. Bon. Donc ça, c'était de petites civilisations qui ont joué un grand rôle dans les relations entre la Perse et l'Occident gréco-latin. Ils ont joué un très grand rôle. Des fois, c'était un rôle d'ambassade, des fois, c'était un rôle d'intermédiaires commerciaux, etc. Mais ça existait. Il y a aussi le Palmyre, la patrie de Zénobia. Zénobie, qui a été battue par l'empereur Aurélien. Elle a été battue et humiliée par l'empereur Aurélien. Donc il y avait de petites civilisations qui étaient pratiquement toutes païennes. Il n'y avait aucun lien avec une religion révélée existante. C'était tous des païens. Donc le paganisme régnait. Ça, c'est la péninsule arabique. Il y avait quelques adeptes des religions monothéistes. Oui, mais c'est des individus. Hein. Il y avait le judaïsme. Oui. C'est des individus. Par exemple, l'oncle de Sayyida Khadija était un nazaréen, un nasrani. Waraqa ibn Nawfal. C'était un nazaréen. Là, quand on parle de cette période, il ne faut jamais dire chrétien, parce que le christianisme a été établi au IIIe siècle après Jésus-Christ, par Constantin Ier, qui d'ailleurs était païen lui-même. Il en a fait une religion d'État, parce qu'à l'époque, les sociétés devaient, c'était une obligation, avoir la religion de leur souverain, de leur chef. Donc il a imposé, pour unifier l'Empire romain, il a imposé le christianisme, qui a été établi à Nicée, au IIIe siècle après Jésus-Christ, et c'est là qu'est sortie cette histoire de Trinité, de Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est là, ça a été inventé à Nicée. Ça n'a jamais existé avant. Nasara, qui était Ahlul Kitab, n'ont jamais parlé de ça. Les manuscrits de la mer Morte n'ont jamais parlé de ça. Les manuscrits de la mer Morte ont été rédigés sur un laps de temps qui a duré 3 siècles. Du 2e siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ. Ils n'ont jamais parlé de crucifixion de Jésus, ils n'ont jamais parlé de Trinité, etc. Donc, il faut replacer tout ça pour avoir une bonne vision des choses. Donc, paganisme généralisé, les individus n'avaient pratiqué, c'était des anachorètes, des sortes de moines qui vivaient isolés, donc qui n'avaient aucun impact sur la vie sociale. Donc, on peut dire qu'il y avait un paganisme généralisé. Ça, c'est en matière de religion. etc. Là, on est en train de parler de la péninsule arabique. Et ça, c'est en matière de religion. Maintenant, dans l'organisation sociale. Ça se répercute sur l'organisation sociale, évidemment. Donc, c'était une... on ne peut pas dire une société, parce que c'était pas structuré comme une société. On peut dire, c'est-à-dire pour remplacer le mot société, on peut dire une nation. C'était une nation tribale, un ensemble de tribus. Peut-être même le mot nation. Nation bien trop grand, non, oui, trop grand, mais on peut l'utiliser parce qu'une société c'est un peu pointu. Il y a une organisation, des institutions. Il n'y avait rien de tout ça. Mais il y avait il n'y avait pas cela, même dans la tribu elle-même. Non. Dans la tribu, il y avait les us et coutumes. Il y avait une certaine organisation. Une hiérarchie. Par exemple, c'est nécessaire, un groupe humain doit avoir une hiérarchie, il doit avoir un commandement, il doit avoir, je sais pas moi, le pouvoir doit être représenté par un sociogramme quelconque. D'accord. Bon. Alors, pardon, je termine. Donc il y avait un espace
Évidemment, on exclut de cet espace le Yémen, hein, parce que le Yémen était urbanisé déjà, il y a eu la grande civilisation de Balkis, etc. Mais le Nejd, le Hijaz et même le Mantra Sharqiya, c'est-à-dire ce qui est maintenant la zone pétrolière de l'Arabie Saoudite, ça, c'était un espace tribal. Alors, comment vivait, par votre conséquence, une tribu en plein désert, comment peut-elle vivre si elle n'est pas organisée, si elle n'a pas un État, c'est-à-dire une production industrielle, une centralisation financière, comment peut-elle vivre? Eh bien, elle vit en faisant des razzias sur les autres tribus. Ça, première conséquence négative de la jahiliya. La vie humaine, que l'espace va sacraliser après pour la protéger, la vie humaine n'a aucune valeur. C'est les vies humaines de ma tribu qui ont une valeur, pas celle des autres. Ça, c'est de la jahiliya. Les femmes étaient complètement neutralisées dans la société. Elles n'avaient qu'un rôle de reproduction, etc. Donc, il y a des conséquences désastreuses et négatives sur la vie humaine d'une organisation tribale de tout un espace géographique. C'est ça le jahiliya, elle vient de là. Le jahiliya, ce n'est pas le jahl. Le jahiliya, c'est un état, une situation de rétrograde extrême, où plus rien, où justement il n'y a aucune valeur. Parce qu'on a parlé sur 6 séances de valeurs. L'islam a apporté ces valeurs. Même en matière de moralité, ou de certaines mœurs. Et qu'est-ce aussi obscur que cela? Ça dépend, parce que la moralité, dans la péninsule arabique, c'est une question de fitra. Il l'avait intrinsèquement. Hein. On ne peut pas dire que les gens de cette époque étaient immoraux, non, c'était une fitra. Ils avaient shaham al-fitra, parce qu'attention, les Arabes pré-islamiques, ils avaient des bons côtés aussi. N'est-ce pas des valeurs? Si, c'est des valeurs, des valeurs. Mais c'est des valeurs qui n'étaient pas généralisées. Elles étaient individualisées et réservées, c'est-à-dire qu'on appliquait uniquement dans son espace tribal. C'est ça le problème, parce qu'il n'y avait pas d'organisation sociale, il n'y avait pas d'organisation au sens large du terme. Au sens institutionnalisé? Oui, il n'y avait pas d'institution. Il y avait une tribu, c'est une tribu. Très bien, mais ça fonctionnait. Bien sûr. Comment ça fonctionnait? C'est un état des choses. D'abord, d'un point de vue de l'organisation du pouvoir. D'abord, commençons par cela. Comment étaient organisées les choses? Le pouvoir, c'était le pouvoir... D'abord, à l'intérieur d'une tribu. Oui, le pouvoir à l'intérieur d'une tribu, ce n'était pas un pouvoir vertical. C'est un pouvoir horizontal. C'est basé sur la concertation, sur le consensus. Et puis, mais le pouvoir doit être symbolisé quelque part. À cette époque-là, le pouvoir et les détenteurs du pouvoir, c'était un pouvoir moral plus qu'autre chose. Hein. C'est les anciens, les gérontes. D'ailleurs, ça existait dans toutes les civilisations antiques. Hein. Athènes, quand elle a été créée, fondée, était dirigée par les gérontes, c'est-à-dire les vieux, les sages. Donc le pouvoir était déjà l'apanage des sages. Ça c'est une forme d'organisation. Les sages qui sont reconnus comme tels, etc., on leur laisse spontanément et instinctivement la fonction de prendre des décisions. En tout cas, la décision finale. Oui, d'organiser. On leur demande conseil, on les consulte. Il faut objectiver, symboliser quelque part. C'était une obligation ou c'était... Non, c'est une nécessité. Ah, très bien. C'était une nécessité. On ne peut pas vivre comme ça, même en pleine jungle, les animaux sont organisés. Il y a un minimum d'organisation nécessaire, dans toute forme de vie, dans toute forme collective. Il faut avoir une forme d'organisation minimale. Entre guillemets, l'ancien a toujours sa place. Il faut qu'il ait sa place. Et sa place est de donner conseil. Donner conseil, prendre des décisions quand il y a des flottements, quand il y a des conflits. C'était une forme de gouvernance, hein, mais à l'échelle tribale. Et quelle était la place de la jeunesse dans cet espace-là? Bon, la jeunesse... Qui est la tribu. Oui, la jeunesse, son problème numéro 1,
c'est d'attirer l'attention de la tribu. C'est-à-dire, ils avaient le culte de l'héroïsme, le culte de l'botola. Donc, la jeunesse mâle, masculine. J'imagine, de faire ses preuves. Oui, voilà. Ils faisaient des courses de chevaux, des sortes de compétitions, etc. Si l'occasion se présente, qui sera le héros dans la solution finale de cette situation, etc. Donc, les jeunes avaient des considérations personnelles d'ascension sociale. Il y avait déjà un instinct d'ascension sociale. Et leur but, c'est d'arriver à ressembler à ces sages qui, durant leur jeunesse, gouvernaient la tribu. Leur ressembler ou prendre leur place? Forcément, c'est biologique. Il faut bien que leur place soit prise par la génération, la next generation, comme on dit. Il faut bien. Donc, c'est une nécessité. Et eux, ce mode de vie les prépare déjà à... C'est un mode de vie qui est sélectif. On peut dire qu'on peut être darwinien là-dessus. Hein. On peut dire que la vie tribale dans la péninsule arabique pré-islamique, c'était une vie qui était soumise à la sélection naturelle. Pas biologique, mais sociale. Ça fait très loin de la jungle, ça. Dans certains aspects. Mais oui, mais la jungle est toujours là. Hein. La jungle est toujours là. C'est la loi du plus fort, c'est la loi seul le plus fort peut s'imposer, etc. Mais qu'est-ce que ça prouve tout ça? Que la morale, l'éthique n'existait pas. Ça existait sous forme de, comment dire, d'attributs personnels, mais l'éthique en tant que part d'une organisation n'existait pas. D'accord. Et cette ascension-là pour ces jeunes-là, est-ce qu'elle faisait... est-ce que ces jeunes appartenaient à n'importe quelle classe de la société, donc ils pouvaient se permettre cette ascension, ou bien non, elle était bien limitée? Non, c'était ouvert, mais il y avait quand même... il y avait des castes. Hein. Par exemple, les riches sont les riches. Les riches ça ne change pas à travers l'histoire, ça? Oui, oui. Les riches, par exemple, à la Mecque, au moment où le prophète vivait, il y avait Abu Sufyan, l'un des plus riches de Mécois. Donc, il avait sa position sociale. Un grand respect, tout le monde était avenant à son égard. Hind, sa femme, n'avait pas le même sort que les autres femmes, etc. Donc, le riche était le riche. Donc, la richesse, la puissance de l'argent, était un des buts de la tribu. Mais attention, là, on parle de la Mecque, qui était déjà une ville, un centre urbain. Mais le cloisonnement tribal existait encore. Les Beni Foulin, les Beni Fultan, etc. Il y avait un cloisonnement généalogique et tribal, mais dans un cadre urbain. Donc c'est déjà un progrès d'organisation, dans le sens ascension. Ça, c'est lorsqu'on est dans une, on peut dire une ville, un centre urbain. Voilà, un centre urbain comme la Mecque. Mais quand ces tribus sont ailleurs, là, c'est la même organisation interne. C'est la vie bédouine, elle a une autre façon de vivre. Qu'est-ce qui a fait dire à Ibn Khuldoun? Je dis bien, il n'y a pas de shidda au-dessus du ra. Il n'a pas dit parce que qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que la vie bédouine est incompatible avec la vie urbaine. Et quand les Bédouins envahissent une ville, la situation disparaît. Donc la vie bédouine, pourquoi je dis ça? Mais attention, ça c'est sans... Il n'y a pas de sous-estimation de l'état nomade ou du bédouin. C'est dans le même esprit. Voilà. À chacun son espace, voilà. En fait. C'est dans le même esprit, c'est une façon d'équilibrer la vie. C'est dans le même esprit que ce qu'a dit l'Amir Abdel Qadr. Quand il parlait de Beit Sha'ar ou Beit Sha'ar. Beit Sha'ar ou Beit Sha'ar. L'Amir Abdel Qadr, c'était un homme fondateur de civilisation, mais il adorait la vie bédouine. Parce que dans la vie bédouine, on acquiert des qualités qu'on ne peut pas acquérir dans un centre urbain. Ibn Khaldun en parle aussi. Oui, dans la vie bédouine, par exemple, il n'y a pas de zandaqa. Il n'y a pas de zandaqa. Zandaqa, ça apparaît dans
Ibn Khaldoun dit de la vie des Bédouins qui sont nobles, plus nobles que absolument, que les citadins. Absolument, absolument. Et par exemple, les tentatives à notre époque de fixer les Bédouins, c'est très mauvais. Il faut laisser les Bédouins. S'ils apprécient cette vie, il faut pas les embêter. Il y a des questions sécuritaires dans non. Aujourd'hui, c'est ça le. Non. Tout ce qui est de limitation des territoires. Tout ce qui est sécuritaire, c'est inventé, c'est pour faire des trucs sous fausse bannière. Pourquoi les problèmes sécuritaires ne se sont jamais posés avant? Le seul problème sécuritaire dans cette situation, c'était l'absence d'un État centralisé et les razzias. Pour faire mon budget, j'attaque une autre tribu, je lui prends ces trucs. C'est ça la seule situation d'insécurité. Autrement, il y avait cette noblesse d'esprit, cette parole, cet engagement de la parole qu'on ne perd jamais. Jusqu'à nos jours, chez nos Touaregs, quand quelqu'un demande la main d'une femme, c'est des Bédouins pratiquement. On ne parle pas de Tamras. C'est des nomades. C'est des nomades. Quand un homme demande la main d'une femme, la première des choses qu'elle demande, est-ce qu'il a une parole? Elle ne demande pas combien il a de millions, d'argent, etc. Est-ce qu'il a une parole? Et les femmes touaregs, elles demandent de l'argent plutôt que de l'or. Donc c'est des détails qui ont leur importance. La vie bédouine, donc la vie tribale, elle a ses qualités, elle a ses avantages, ses côtés positifs. Il ne faut pas être exclusif comme ça. Il faut être éclectique dans le jugement. Donc, à peu près, grosso modo, une prise de vue globale, la vie, entre guillemets, sociale dans la péninsule arabique pré-islamique, c'était ça. C'était les tribus, le paganisme. Donc, il y avait des situations de turpitude, d'iniquité. Et justement, est-ce qu'il y avait, comment s'organisait la distribution du pouvoir à l'intérieur de la tribu et entre les tribus? Entre les tribus, il faut d'abord qu'il y ait un cousinage de lignée. S'il n'y a pas de cousinage de lignée, l'autre tribu, c'est une autre planète, c'est l'autre, c'est l'alter ego. Bon. Mais à l'intérieur d'une tribu, évidemment, quand il y a cousinage, c'est-à-dire un ancêtre commun, il y a toujours une prédisposition aux alliances, à la coopération, etc., entre ces tribus qui ont un ancêtre commun. Mais quand il y a des tribus qui n'ont aucun lien vertical, il n'y a pratiquement pas d'organisation entre elles, chacun son territoire. C'est la vie darwinienne. Chacun son territoire, seul le plus fort survit. Mais à l'intérieur de la tribu, c'est comme je vous ai dit, c'est une question d'âge, c'est les critères d'âge, de sexe évidemment, le mâle, et parmi les mâles, il y a le mâle dominant, parce que c'est une vie basique, je ne dirais pas animale, mais basique. Donc il y a des valeurs basiques qui gouvernent. Donc il y a le genre, le sexe, c'est pas adéquat. Le genre masculin, le mâle dominant, il a plus de chances d'arriver à gouverner qu'un autre, et évidemment d'autres prédispositions. Quelqu'un peut avoir par exemple des connaissances historiques, peut connaître par exemple, avoir des connaissances de sciences perdues, comme par exemple Dahlia Benteb, c'est notre kahina nationale. Pourquoi elle avait cet ascendant sur sa tribu, les Jarawa? Pourquoi? Parce qu'elle avait un savoir que n'avaient pas les autres. Un savoir ésotérique, elle lisait dans le ciel. Enfin, c'est ce qu'elle disait, oui. Oui, c'est une kahana, une archimandrite. Donc ça lui donnait carrément la prédominance, et surtout qu'elle était la princesse, la fille d'un roi. Donc c'est ça les critères qui permettaient à quelqu'un de gouverner une tribu. Évidemment, plus quelqu'un plus il faisait ses preuves, et plus il marquait l'histoire. D'accord. Comment se faisait la division géographique? Je veux dire, la division des terres, les espaces. Comment étaient divisés les espaces entre les tribus? À l'intérieur du territoire, la vie elle-même exige une certaine vie collective. C'est-à-dire le partage des ressources naturelles
Évidemment, il est hors. À condition qu'ils s'entendent d'abord sur le Ils sont obligés de territoire. s'entendre. Sur le territoire lui-même. Oui, le territoire, il se délimite par leur mode de déplacement, c'est-à-dire l'espace qu'ils couvrent, soit en faisant le parcours pour leur cheptel, soit les limites qu'ils s'imposent eux-mêmes parce qu'ils ne le dépassent pas. Et qui étaient forcément respectés par l'autre tribu? Pas forcément, non. Pas forcément. C'est l'une des sources de conflit entre les tribus, quand l'une trépassait sur le territoire d'une autre. Ça a une forme de... Mais en ce qui concerne les ressources naturelles, par exemple l'eau, les vergers, les jardins, etc., tout ce qui est source de vie, surtout en ce qui concerne les trucs alimentaires, la sécurité alimentaire, etc. Ils sont obligés, c'est une obligation pour eux, ils sont obligés d'être généraux, socialistes. Socialistes. C'est des socialistes avant l'heure, c'est-à-dire le partage, pas communiste. C'est-à-dire lorsqu'il s'agissait de la survie de tous, même si on ne s'entend pas, on se partage. Ah oui, obligé. L'eau, surtout j'imagine en Arabie, enfin dans le Hijaz, l'eau était accessible à tous. Ah oui. Même si ça appartenait à une tribu X. Non, l'eau n'appartient pas à une tribu. Toutes les richesses naturelles du territoire appartiennent à la tribu. Il y a des richesses qu'un individu ne peut pas accaparer. On ne peut pas s'accaparer une source. Les autres ne permettraient jamais à quelqu'un de la tribu de s'accaparer une source. Ça fait penser aux Juifs de Médine qui avaient un puits et qui vendaient son eau, ça c'était après l'islam, durant l'état prophétique. Ils vendaient l'eau aux citoyens, mais aux Médinois. Et bien les pauvres ne pouvaient pas acheter de l'eau. Parce qu'attention, pourquoi le problème s'est posé? Parce que Médine, à cette époque, n'était plus une tribu. C'est devenu un centre urbain, le centre d'un État prophétique. Donc il y avait une organisation. Ça a été fondé sur le fameux document Médina, une constitution, etc. Donc il y avait déjà une législation et des traditions sociales qui géraient le... Alors ce juif, il vendait de l'eau. Les pauvres se sont plaints au prophète, alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit on ne peut plus acheter de l'eau. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il a demandé à ses compagnons qui d'entre vous peut acheter ce puits? Eh bien, un de ses compagnons s'est proposé, mais quand il a demandé aux Juifs de lui vendre le puits, le Juif a refusé. Alors il lui a proposé autre chose, il lui a dit, eh bien, soyons partenaires, associés, soyons associés. Donc tu me vends la moitié et on travaillera alternativement, un jour pour moi, un jour pour toi. Eh bien, le Juif a accepté, ça lui faisait un bonus. Quand arrivait le tour du compagnon, eh bien, il donnait gratuitement son eau. Eh bien, le Juif a découvert qu'il était perdant dans l'affaire. Alors il a vendu le puits au compagnon, et le compagnon l'a laissé à la société, à la collectivité. Donc, oui, c'est devenu gratuit pour toute la collectivité. C'est ça le genre de problème qui se posait dans un espace tribal, fermé. Mais la nécessité de la vie, c'est pas uniquement des nécessités, c'est coercitif. Hein. Ça obligeait les gens à trouver des solutions. Et des solutions consensuelles. Hein. Des solutions précaires, temporaires, ça ne marchait pas. Prenons un exemple, par exemple, de notre Ghardaïa, dans le Mzab. Dans le Tuet Gourara aussi. La façon de partager l'eau entre les tribus dans les oasis, c'est quelque chose d'extraordinaire. À travers les Fougara? Non, les Fougara, c'est un système pour collecter l'eau. Oui. D'ailleurs, Fougara, ça vient du mot fajjara, yufajjiru, yufajjir al-ma, al-fajjara. Seulement, dialectalement, le G, le jim devient ge. Fajjara, tous les faggara. Al-qalb, le qaf aussi devient ge. C'est un système qui a permis à tous d'avoir de l'eau. C'est un système de collecte de l'eau. Parce qu'il y a des toutes petites sources souterraines
qu'on rassemble dans un grand canal souterrain. Donc ça devient de plus en plus fort, le débit devient de plus en plus fort. Et quand il arrive à l'oasis, on le partage. Voilà. Le système de la mashta, comme on dit. Oui. C'est comme un penny. Et la distance qu'il y a entre deux morceaux de ce penny, elle est proportionnelle à la surface que vous devez irriguer. Quelqu'un qui a 10 hectares, eh ben, il aura une grande ouverture. Une grande part d'eau. Ouais. Voilà. Et quelqu'un qui a la moitié d'un art, eh ben, il aura un petit. C'est-à-dire, ce qui lui suffira. Oui, oui, absolument. C'est une façon extraordinaire de partager l'eau qui est source de vie. Donc c'est un peu ça, c'est des choses qui étaient imposées par la vie elle-même et les exigences de la vie. L'eau, c'est la vie, donc on ne peut pas jouer avec. C'est-à-dire, c'était un système socialiste avant l'heure, mais limité à des trucs basiques. Quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne valeur. Ah oui, ah oui, ah oui. Attention, quand on parle de ça, il ne faut pas s'imaginer que la vie tribale pré-islamique n'avait que des aspects négatifs. Au contraire, parce que l'islam, après l'avènement de l'islam, il a conservé pas mal des us et coutumes des tribus. Pas mal de ces... Parce que c'est des choses acquises grâce à la fitra, ce fameux contrat primordial originel qui est apparu entre Dieu et l'humanité après sa création. Donc la fitra a joué un grand rôle aussi, et ça a laissé des résultats positifs dans la vie tribale. Et ça a été conservé par l'islam. Il y a une autre erreur à ne pas commettre. Par exemple, tout le monde parle de El Maw'ouda. Justement, j'allais vous poser cette question. Cette fille qu'on enterrait vivante. Quelle est la place, quelle était la place de la femme dans ces nations-là? Là, c'est le jahl. Là, c'est le jahl. Quand on arrive à un certain degré d'ignorance et d'illettrisme, on fait dans ce genre de comportement. C'est-à-dire que la tribu, elle croyait sincèrement que la femme était l'origine de tous les maux. C'est un peu la Pandore des Grecs. Est-ce qu'on peut dire que c'est la relation et la symbolique qu'on donne à la femme qui va nous dire et nous révéler ce qu'est cette société? Absolument. Que ce soit une société ancienne ou une société actuelle. Absolument. C'est sa relation avec la femme. Il y a 3 catégories sociales qui vous donnent une idée sur le degré de civilisation. Oui. Le degré de civilisation. C'est des catégories vulnérables d'ailleurs. C'est le 3e âge, la vieillesse, le 3e âge, la femme, qui est la moitié de la société, et les enfants, les mineurs, les enfants. C'est ça les 3 catégories sociales vulnérables qui vont vous après leur étude vont vous donner une idée exacte du degré de civilisation de cette société. Alors, au temps de la Jahiliya, la femme n'avait pratiquement aucune valeur. On la vendait, on l'achetait. C'était un peu comme la Même Grèce. si elle faisait partie de la famille? Ah oui, c'était un peu comme la Grèce antique. La femme, on l'héritait avec les meubles. Quand quelqu'un décédait, ben... Nous parlons de la Grèce d'Aristote, oui, la Grèce antique, l'Antiquité. Même durant Périclès, le grand Périclès, la femme était un objet héritable. C'est ça le problème. Alors ça existait dans toutes les sociétés préhistoriques. Mais cette Grèce-là n'était pas considérée comme une Grèce... Oui, parce que c'est la mère de l'Occident. Ils vont fermer l'œil sur... Même s'ils le signalaient dans leur historiographie, ils vont le faire d'une façon gentille, comme ça, compréhensive, anthropologique, ethnologique. Ils vont emballer tout ça dans des trucs qui vont forcément adoucir les choses. Mais quand il s'agit de nous, alors là, c'est la nuit des longs couteaux. Donc la femme, le maw'ouda. J'ai remarqué qu'on a tendance à enseigner ça aux enfants comme si tout le monde tuait les filles.
dans l'Arabie pré-islamique. C'est pas vrai. C'était des comportements individuels isolés. C'était pas un phénomène généralisé. Mais pour ce qui est, par exemple, du Coran et des principes, il n'y a aucune différence entre une fille enterrée vivante ou 1000 filles enterrées vivantes. C'est le fait d'enterrer un être vivant. Voilà. C'est pour ça que Dieu l'a cité dans le Coran. C'est pas parce que c'était généralisé. Parce que si c'était généralisé, ou si ça dépassait un certain pourcentage, eh bien la société disparaîtrait. Parce que la procréation, la femme a un rôle principal dans la procréation. Donc ce phénomène n'était pas généralisé. Mais on l'enseigne comme s'il était généralisé. Ça, c'est une erreur épistémologique aussi. On ne peut pas nier le Wa'd al-Banat. Parce que les gens croyaient que l'honneur dépendait de la chasteté des femmes, etc. C'est pas vrai. Pourquoi une femme devrait être chaste et un homme non? L'islam, justement, a amené la valeur de l'égalité. Différents, mais égaux. L'homme et la femme sont différents, mais égaux. C'est clair. Mais pourquoi charger la femme, la femelle, quoi, de genre féminin, pourquoi la charger de tous les maux et exonérer l'homme de tout? C'est une question de pouvoir. Oui, oui, c'est une question de pouvoir. C'est unique et c'est une turpitude. Donc c'est ça les aspects négatifs à considérer. Et mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça lorsqu'on parle de la position de la femme. Y avait-il une différence entre une femme riche et une femme pauvre? Évidemment, l'argent, il arrondit toujours les coins. Hein. L'argent arrondit toujours les coins. Il y a même des femmes riches qui achetaient des femmes esclaves et les vendaient. L'argent, c'est l'argent. Hein. Ça vous élève au-dessus de tout. Mais cette femme... surtout dans une société jahiliya, où il n'y a pas de principe, il n'y a pas d'éthique. D'accord, mais ces femmes qui avaient une certaine position sociale, comment elles étaient considérées à leur niveau social? Comment étaient-elles considérées? Est-ce qu'elles étaient sous-considérées malgré... Je ne pense pas, hein, parce qu'une femme qui gagne disons, à la force de ses bras, le respect, on le lui accorde et elle le conserve, comme par exemple Sayyida Khadija. Sayyida Khadija, elle est l'aînée du prophète de 25 ans. Donc elle a existé, exercé et officié, même durant la Jahiliya. Mais c'est une femme... Ce n'était pas elle qui voyageait, qui partait au... Oui, mais parce que c'est au pas... Cham Oui, mais parce que ce n'est pas confortable pour une femme de faire la Mecque Cham une fois par semaine. Elle avait 8 enfants quand même. Avant d'avoir épousé le prophète, elle avait déjà 8 enfants. Ouais. Elle ne peut pas aller avec ses caravanes au Cham, c'est logique. Donc, mais il y avait quand même je dirais pas une classe moyenne. Il y avait une classe dans cette vie. Et n'oublions pas que Sayyida Khadija vivait à la Mecque, donc c'est déjà un centre urbain qui avait un mode d'organisation plus évolué. Mais il y avait des classes, pas des castes, des classes. La classe de Hind, la femme de Abu Sufyan, c'est clair, c'est Hind. Elle donnait même des ordres au nom de son mari. Oui, elle est au-dessus de la loi, de la loi sociale, pas de la loi. Évidemment. Alors il y a la classe moyenne de Sayyida Khadija, donc qui a acquis son respect grâce à sa réalisation, ses réalisations sociales, etc. Et puis il y a la plèbe, comme disaient les latins, c'est-à-dire l'homme de masse, les femmes de masse. Alors là c'est la souffrance. Hein. Tout le monde pouvait être esclave de n'importe qui, être vendu, acheté, etc. C'était vraiment la jahiliya. Là, la jahiliya, elle touchait surtout les franges sociales du bas de la pyramide. Ce que les Romains appelaient la plèbe, ou les prolétaires. Parce que vous savez, du temps des Romains, c'était guère mieux, hein. Ce n'était pas mieux du tout. Il y avait l'empereur, avec son entourage, donc son armée, sa cour, etc. Et puis le reste, c'est la plèbe. C'est la plèbe. Et les prolétaires. Pourquoi ils les appelaient prolétaires? Pas dans le sens de Karl Marx. Hein. Parce qu'après Karl Marx, le prolétaire, c'était devenu l'ouvrier, l'homme qui produisait pour les riches. Mais durant les Romains, prolétaire, ça vient de proletarum, proliférer. Donc les Romains, ils ne reconnaissaient à la masse sociale
que le rôle de production. Donc les prolétaires produisaient des prolétaires et ils plébiscitaient, la plèbe, ils plébiscitaient les décisions de l'empereur. Oui. Donc c'est les seules valeurs qu'on accordait à la société au temps des Romains. C'était un peu la même chose. Pourquoi je vous ai dit dès le début qu'il fallait placer ça dans un contexte mondial, pour qu'on ne pense pas, qu'on ne fasse pas l'erreur épistémologique de croire qu'il y avait la jahiliya uniquement dans la péninsule arabique. Elle était partout, même sur le plan physique et écologique et environnemental. On peut comprendre le sens là du mot la nouvelle jahiliya. Oui, oui. Là on est retourné à la jahiliya, mais avec un smartphone, c'est tout. Voilà. C'est tout. Et quelle était la place des savants dans cette société pré-islamique, même si vous n'aimez pas le mot société? Eh bien, figurez-vous que les savants étaient obligés... Les savants, les hommes de culture... Oui, ils étaient obligés, de par leur statut même, de vivre en marge de cette société. Pourquoi? Pour se préserver? Pas en marge, je dirais plutôt en dehors de la société. Parce qu'il y avait très peu de communication entre eux. Il n'y avait pas de vecteur de communication. Parce que communiquer, c'est quoi? C'est rendre quelque chose commun entre deux parties, un émetteur et un récepteur. Un émetteur émet une information et le récepteur la reçoit, il la traite, etc. Il y a un feedback, une rétroaction, tardiya axiya, comme on dit, etc. Ça, c'est difficile entre un savant et un jahl. C'est très difficile. La communication entre un savant et un jahl, c'est très difficile. Alors, d'abord, il y avait très peu de gens lettrés à cette époque. C'est des gens qui ont eu la chance de tomber sur de vieux manuscrits ou d'appartenir à une lignée de moines, comme Waraq ibn Nawfal, par exemple. Même ses parents étaient comme ça, et ses arrière-parents étaient comme ça, etc. Donc, ils étaient dépositaires d'une tradition héritée. Et ils vivaient pratiquement isolés dans des grottes, dans des cavernes. Ils n'avaient pas de vie sociale au sens prosaïque du terme. Donc ils vivaient en dehors ils vivaient en dehors de la société. C'était ça la caractéristique de la relation entre les gens lettrés, les savants à cette époque, qui étaient très peu nombreux, et le reste de leur société. C'est clair. C'est pour ça qu'ils n'avaient pratiquement aucun impact sur la vie sociale. Pratiquement. Très bien. Merci beaucoup, professeur Issa Belmekki. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah, pour parler de la révolution pragmatique, post-prophétique. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.